Le trésor de Toutankhamon revient à Paris et la Contre-Expo revient aussi. J'attendais un événement qui mérite le retour de l'émission. Alors là, on peut pas mieux trouver parce que on peut dire qu'il y a un traitement médiatique littéralement affolant autour de cet événement qui en est un bien sûr, mais je dirais que l'ensemble des médias et de la presse culturelle font preuve d'un manque d'esprit critique assez désespérant, pour ne pas dire inquiétant. Il y a un matraquage médiatique autour de l'événement alors qu'a été lancé il y a déjà 2 ans, puisque on sait que c'est un événement qui est organisé à l'international. Bon, je vais reparler de tout ça, mais on peut sur le web trouver des articles. Alors par exemple, il y a 2 semaines avant l'ouverture de l'exposition, un peu plus, même sur Télérama, il y a eu un article pour les enfants, une anti-sèche sur Toutankhamon. C'est un article parmi tant d'autres. Le Point, qui toujours aussi nullissime dans ses pages culturelles, nous parle de Paris qui va accueillir une exposition unique du trésor de Toutankhamon. Et alors, ils ont quand même la mauvaise idée de nous montrer des sarcophages du musée du Caire qui ne peuvent pas bouger. Alors ça, c'est toute une série d'éléments qui sont très très embêtants parce qu'en fait, il y a eu toute une série, si vous voulez, de pré-articles qui évoquent des œuvres que tout le monde s'attend à voir, enfin qu'on peut s'attendre à voir, mais ce sont des photos en fait qui ont été véhiculées, alors qui évidemment ce sont des merveilles, mais toutes ces merveilles-là n'ont pas bougé et ne peuvent plus du tout bouger. Alors c'est ça qui est très embêtant, c'est que on sait pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi tout le monde a fait des prévisions, des previews comme on le dit à l'américaine. Je signale que l'exposition est organisée par un organisme américain, donc ceci explique peut-être cela. Et donc le Point à nouveau qui nous donne un article en signalant juste la veille de l'ouverture ou le jour même de l'ouverture de l'exposition que un demi-siècle après l'exposition de 1967, une partie du trésor funéraire de l'enfant pharaon revient à Paris, enrichi d'objets jamais sortis d'Égypte. Alors le terme enrichi, d'ailleurs, là, ça mérite tout de suite un petit bémol. Et je vais commencer par ça, faire une comparaison entre l'exposition de 1967 qui avait été organisée au Petit Palais, qui était sous la présidence de Charles de Gaulle et de Nasser. Donc évidemment, on avait quand même une ambition diplomatique aussi à travers cette rétrospective Toutankhamon. Et à la rétrospective de 67, on avait le masque d'or. Enfin, il n'y a pas que de l'or dedans, mais c'est évidemment l'objet culte du trésor. Objet qui n'est plus prêtable, qui ne peut plus bouger, et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais aujourd'hui, à la fin de l'exposition Toutankhamon, vous pouvez acheter une réplique à 26 000 euros. Et là, d'emblée, on voit que cette exposition d'aujourd'hui, celle de 2019, est d'abord une affaire de gros sous qui doit permettre de financer une partie de la construction de ce nouveau musée où le trésor, entre autres, sera abrité. Et un musée qui coûte beaucoup plus cher que prévu, comme ça arrive souvent, et il n'y a pas qu'en Égypte où on a ce genre d'affaires. Et du coup, l'exposition doit financer en partie cela. Alors j'ai cherché à voir en fait les œuvres qui étaient venues à l'exposition de 67, pour être sûr que, en effet, l'exposition actuelle est mieux, est plus riche, qu'il y a plus d'objets et ainsi de suite. Je me suis porté sur le catalogue de l'exposition, et alors là, j'avoue que j'ai été amené à revoir ce que je pensais, c'est-à-dire que dans ma tête, l'exposition de 67 avait fait venir des choses bien plus merveilleuses que celles d'aujourd'hui. C'est pas totalement le cas. Donc en effet, il y avait un peu moins d'objets. Dans cette photo du catalogue, je vous montre, il y avait environ, je crois, une cinquantaine de pièces dans l'exposition, mais il n'y avait pas que des pièces du trésor. Ils avaient montré quelques œuvres autour de Toutankhamon, mais qui n'ont pas été découvertes dans la tombe. Proprement dite. Et alors dans ces objets, il y a des choses que va pouvoir revoir à la Villette en ce moment. Il n'y a pas le masque qui était numéro 43 sur l'image que je vous montre. En revanche, le numéro 42 est venu, lui, il est à la Villette. Le numéro 31 aussi, ce mini sarcophage est présenté. Il y a quelques œuvres. Alors, si on regarde bien quand même, il y a quelques objets exceptionnels qui étaient venus à l'exposition du Petit Palais et qui là ne sont pas présents. Je pense notamment à ce lit funéraire avec ces têtes de vaches. À gauche, vous avez la photo originale, enfin la photo prise au moment de la découverte du tombeau. Et c'est vrai qu'il y a un lit funéraire qui est venu, mais il est quand même beaucoup moins fastueux que celui-ci. Il y a en revanche dans l'exposition des petits alors, ça a été comparé souvent à des boîtes de conserve, mais ce sont en fait des petites pièces qui permettaient au pharaon d'avoir de la nourriture dans l'au-delà.
Et là, il y en a à peu près dans la vitrine. Il y en a 5 qui sont présentés. Alors c'est vrai que si on regarde le nombre d'objets présentés, il y en a 150 à l'exposition de la Villette, ce qui est plus que celle de 1967. Mais il y a quand même beaucoup d'objets anecdotiques. Et ça, il y a quand même très peu d'articles qui le mentionnent. Nous fait croire qu'on va voir que des merveilles. L'objet le plus beau, le plus important, le plus significatif, c'est cette statue de gardien qui était placée devant la porte, enfin il n'y avait même pas une porte d'ailleurs parce que tout ça était fermé, mais qui était placée juste devant l'entrée de la chambre funéraire de Toutankhamon. Là je vous montre un article d'Historia Game, un site sur les jeux vidéo historiques et sur l'histoire, et un certain Crobat, un chroniqueur bien nommé, dès le 7 décembre 2017 nous annonce l'exposition. Donc tout ça avait été relayé évidemment par les organisateurs, et il savait plus ou moins que a priori un des gardiens viendrait. Alors celui qui est venu n'a jamais été exposé en France, c'est vrai, puisqu'à l'exposition de 67 ils avaient montré son frère jumeau en quelque sorte, qu'il n'est pas totalement jumeau puisque la coiffe n'est pas exactement la même. Autre point à signaler, donc ils ont fait venir quelques objets en effet jamais prêtés, mais on nous matraque là-dessus en disant il y a plein de choses exceptionnelles qu'on n'a jamais vues. Bon bah c'est pas totalement le cas. Vous voyez cet arc long en bois doré. C'est une pièce estimable, mais enfin, il n'y a pas à spammer quand même. Ce qui est un peu désespérant, c'est que moi, je suis sûr qu'il va y avoir plein de gens qui vont courir, qui vont payer 24 € pour aller voir cette exposition, et qui n'ont jamais mis les pieds dans les salles du musée du Louvre, les salles égyptiennes, qui sont parmi les plus riches du monde. Je pense notamment aux étudiants qui vont perdre un peu de sous pour aller, enfin, perdre. Si on est passionné par l'Égypte, autant y aller, c'est sûr. Mais enfin, ils peuvent rentrer gratuitement au Louvre et aller voir les chefs-d'œuvre qui sont là-bas. Et il y en a quand même beaucoup plus de présentés au Louvre que dans cette exposition Toutankhamon. L'exposition donc a, c'est vrai, 7 œuvres clés, 7 œuvres majeures de gardiens, dont je vous ai montré donc une image. Si on compare l'exposition, alors l'exposition actuelle, c'est vrai, on la compare avec celle de 67 au Petit Palais, qui était une exposition à laquelle on n'attendait pas autant de visiteurs. Il y a une passion française pour l'Égypte qui a expliqué sans doute l'engouement qui portera le nombre de visiteurs à 1,2 million. Record que les acteurs organisateurs veulent absolument battre. Là aussi, on nous rabâche ça. Bon, tout est affaire de chiffres a priori dans cette version du trésor de Toutankhamon. Il y a eu quand même d'autres expositions il y a quelques années, en 2004, au musée de Bâle. Ils ont organisé une exposition sur Toutankhamon et les trésors funéraires de la vallée des rois. Alors il n'y avait pas que des pièces du tombeau, mais il y a eu des pièces assez exceptionnelles. Et là aussi, il y avait quand même des objets assez rarissimes qui n'ont pas été prêtés à la Villette. Donc on nous montre pas le plus beau, même dans ce qui peut sortir d'Égypte. On n'a pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je vous montre ici une superbe effigie de Toutankhamon à côté du catalogue de l'exposition, et puis ce petit tabouret sublime qui lui aussi était allé à Bâle et qui n'est pas venu à Paris. Donc évidemment, on va pas nous dire ça, on n'a pas pu l'amener, ainsi de suite. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans le trésor de Toutankhamon, il y a plein de choses qui ne peuvent pas sortir d'Égypte. Toutes les chapelles qui entouraient le sarcophage, les plus beaux lits funéraires, c'est pareil, on peut plus les bouger. On ne peut que s'en réjouir. De toute façon, c'est trop risqué de faire voyager ça en avion, comme on le fait évidemment. Même s'il y a une grande sculpture qui conclut le parcours, qui était déjà venue en 1967 et qui est à nouveau présenté. Un mot maintenant sur l'exposition en elle-même. Alors c'est là où bon après on a le droit d'aimer, hein, mais moi j'ai été un peu stupéfait de la façon dont tout ça est mis en scène. Vous avez ici 2 images. Sur la gauche c'est le sas d'entrée. Je dis bien sas parce que on fait entrer les gens par groupe d'une centaine de personnes, et puis vous êtes obligé de voir un film sur un écran panoramique. Là c'est cette salle qui donc vous est présentée sur la gauche, un film qui dure 5 minutes où on vous résume la découverte du tombeau. Alors c'est très hollywoodien tout ça, c'est surtout même un peu Disneyland. Donc ça m'a fait penser aux parties de Disneyland consacrées à Star Wars ou des choses comme ça. Il y a du son dans toutes les salles et on est obligé de passer par ce film. Ensuite les 2 portes à hiéroglyphes s'ouvrent et vous entrez directement dans l'exposition pour tomber sur une statue du musée du Louvre. Paradoxe, mais on commence pas par une œuvre du trésor de Toutankhamon. C'est jamais très bon signe ça, que finalement on nous vende toute une série de chefs-d'œuvre et puis que la première œuvre sur laquelle on tombe n'appartienne pas à cet ensemble. Alors donc on tombe sur cette statue qui représente le dieu Amon qui protège le petit Toutankhamon qui a perdu sa tête.
Et puis ensuite, on entre dans ce premier grand sas. On est dans le hall de la Villette. Alors évidemment, l'espace permet de s'étaler un petit peu. Une bonne chose quand même, faut le rappeler, c'est qu'ils ont mis des textes en hauteur. Ce ne sont pas les cartels des œuvres. Ça, ils les ont mis en bas. Mais ils les ont doublés, ce qui permet quand même d'arriver peut-être à voir les choses. Là, je vous montre quand même une photo de la visite privée, la veille de l'ouverture officielle de l'exposition. Donc c'est des conditions idéales que personne n'aura a priori pendant toute la durée, puisque ça va durer 4 mois environ. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis dans la partie haute, comme tout le monde va s'accumuler sur les vitrines, des textes à lire qui sont des extraits du livre des morts, notamment de tous ces textes qui sont censés un petit peu donner toutes les consignes de la vie dans l'au-delà, et qu'on retrouve souvent sur les sarcophages, écrits notamment sur les parois des tombeaux. Donc au niveau scénographique, c'est quand même plutôt bien réussi, c'est vrai. L'éclairage, en fonction évidemment de ce qui est possible, parce que c'est des objets fragiles, mais l'éclairage est plutôt bien fait. En revanche, on est étonné des partis pris et du niveau scientifique de l'exposition qui est quand même pas très élevé. La deuxième partie, ça s'appelle Danger avec un point d'exclamation. Alors on entre dans cette deuxième phase, et là, à l'intérieur de cette deuxième phase, ben, vous avez toute une série d'objets liés à la guerre, et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Danger. Bon, on est vraiment dans une sorte d'exposition disneylandesque. Un petit peu plus loin, dans cette section, là je vous montre, c'est pareil, une vue un peu exceptionnelle, mais on voit que sur les murs, ils ont reproduit soit des objets présentés, soit des parois de la chambre funéraire de Toutankhamon, ce que vous voyez au fond de cette photo. Alors ça, c'est plutôt bien, parce que ça complète quand même le panorama. Mais ce qui est bizarre, c'est que après ces salles un peu thématiques, on arrive à la fin de l'exposition à une salle chronologique où on nous explique la découverte du tombeau. C'est-à-dire que ce qui devrait logiquement être plutôt en préambule, nous expliquer comment on a retrouvé tout ça, ce qu'il y avait dedans et ainsi de suite, tout ça est repoussé à la fin. Dans cette grande zone un peu étonnante, en zigzag. Alors il y a 2-3 objets qui sont coincés là dans cette zone-là, de beaux objets d'ailleurs. Quand on voit d'ailleurs la réplique de l'image du tombeau, on cerne mieux tout ce qui ne peut pas venir, hein, notamment ici sur cette image, dans le trésor, il y avait des objets assez incroyables. Ce dieu Anubis, le dieu chien que vous voyez, enfin le dieu chacal plutôt, que vous voyez à l'entrée de la porte, là, ça c'est évidemment une des merveilles du tombeau qui ne peut pas venir. Et puis le coffre au canope que vous avez en plein milieu de cette image, ça aussi ça ne bouge pas. La seule chose qu'on a fait venir, c'est une des têtes des 4 figures qui sont tout en haut. Voilà. Donc c'est quand même très peu, et encore une fois, le problème c'est que tout ça n'est même pas dit, quoi. On sous-entend qu'il y a évidemment quelques éléments qui ne peuvent pas venir, on parle surtout du masque, mais bon, quand on parle du trésor de Toutankhamon, il faudrait dire quand même, faudrait bien préciser cela. Ce qui est un peu étonnant aussi dans la chronologie, c'est ce côté Égypte pour les beaufs, ou je dirais archéologie pour les nuls. Il y a par exemple pour la chronologie 1923 Fake News. Alors c'est bon, c'est une boîte américaine qui s'appelle IMG. Qui d'ailleurs a l'air de ne pas organiser que des événements culturels, ou en tout cas des événements de ce type, puisque bon, le siège social pour payer par exemple des billets si vous faites des visites en groupe est situé à Avenue Hoche, et l'entreprise s'appelle E4Sport. Sports au pluriel pour reprendre l'accent anglo-saxon. Donc évidemment, on a bien l'impression que c'est pas la culture qui domine ici, c'est l'événement. Et c'est peut-être ce qui fait quand même, qui mérite le plus de réserve. Bon, les fake news concernent la malédiction de la momie, où on a fait croire que tous ceux qui étaient rentrés dans le tombeau étaient morts. Mais alors ça culmine dans la dernière salle où ils ont fait venir un grand colosse de Toutankhamon, qui donc était déjà présent en 67. Et alors là, vous avez le droit à de la musique façon Star Wars, vous avez Toutankhamon comme ça, je le fais pas très bien, mais ça vous résonne dans les oreilles. Donc au bout d'un moment, c'est très lassant, parce que si vous regardez l'œuvre en elle-même, vous supportez plus ce mot qui vous résonne dans la tête. Et puis vous voyez, il y a une sorte de soleil qui émerge. Alors tout ça en plus est en anglais, et on vous rappelle que toutes les personnes qui diront le nom de Toutankhamon, eh bien, seront amenées à faire revivre le pharaon. Et là, on se dit quand même, bon, on n'est pas dans une exposition, on est à Disneyland version égyptienne.
Et je trouve que c'est quand même le plus dommageable parce que euh, on est pris quand même dans une ambiance. Alors c'est vrai que sans doute, hein, toute une partie du grand public appréciera ça, mais moi ça m'a énormément frustré. Je vous montre ici une image de cette vidéo si particulière où les objets sont replacés, mis en scène. Puis alors bon, du coup tout ça vous coupe complètement cette sorte de beauté des objets en eux-mêmes. Je signale aussi dans les cartels, il y a des choses étonnantes, c'est-à-dire qu'il y a des textes explicatifs qui sont sur les côtés des œuvres, mais qui correspondent pas du tout aux œuvres en elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez une effigie du dieu Ptah, qui est un dieu important, un dieu de Memphis, où Toutankhamon a réinstallé sa capitale. Alors je reviens pas sur toutes ces questions-là, mais c'est un règne très très particulier, le règne de Toutankhamon, qui s'installe après une crise politique et religieuse très intense. Et c'est pas du tout anodin s'il y avait le dieu Ptah dans son tombeau, mais juste derrière, on nous raconte l'histoire d'Osiris, qui a rien à voir avec le dieu Ptah. Et il y a vraiment pas beaucoup de cohérence scientifique dans les textes de présentation et les œuvres qui sont à côté. À cela s'ajoute donc toute une mise en scène vidéo, par exemple. Alors une des plus belles pièces, c'est ce très beau vase qui était déjà venu en 67. Alors bénéficie de toute une mise en scène dans une salle qui lui est exclusivement consacrée. Puis derrière, il y a une vidéo. Et alors là, bon, évidemment, c'est assez, encore une fois, assez particulier. Pour être honnête, sur l'ensemble de l'exposition, je dirais qu'il y a 5 à 6, 7 objets exceptionnels. Il y a un article de Télérama intéressant, celui-ci, parce qu'ils ne le sont pas tous, mais il y en a quand même des biens. C'est l'article de Marc Gabold. Alors signalons que Marc Gabold est le grand spécialiste français de Toutankhamon et de son époque. Il est chercheur, il est professeur d'université à Montpellier, qui est une université où le département d'égyptologie est très élevé, le niveau est très réputé. Et donc, dans un article de Télérama, eh bien, il signale 6 objets qu'il ne faut absolument pas rater. Donc, vous voyez, ça veut bien que sur les 150, il n'y a quand même pas que des choses merveilleuses. Un mot sur le comité scientifique de l'exposition, même si c'est peut-être un petit peu un grand mot. Il y a trois personnes françaises qui font partie du comité scientifique. Chose bizarre, elles apparaissent pas du tout au catalogue, donc je vais y revenir. Mais je dirais qu'on a pris quand même des personnalités françaises pour essayer de justifier un petit peu cette version parisienne du long voyage du trésor qui va faire 10 villes, je crois, dans le monde. Et alors quand on regarde ces personnes, on est un peu étonné du fait que c'est quand même pas des cadors de l'égyptologie française. Hein. Je pense par exemple ici, alors ils sont passés sur Quotidien, alors ils font tous les plateaux, ils martèlent allègrement la splendeur de l'exposition. Bon, je sais pas combien ils ont reçu pour faire ça. Ils l'ont pas fait bénévolement, je ne pense pas. Mais par exemple ici vous avez, donc j'ai pris une photo. Ils sont passés sur Quotidien, qui est peut-être pas vraiment la meilleure émission culturelle de France, loin s'en faut, mais enfin quand même ils sont passés. Puis alors Amandine Marchal que vous voyez à droite sur la photo, je me suis renseigné sur elle. Alors elle a publié quelques bouquins, c'est vrai. On le voit sur le site ici de la BNF, mais elle a quand même publié notamment Doudou et la déesse des chats. Et pour une exposition archéologique sur quand même un des pharaons les plus connus du monde, le plus connu désormais du monde grâce à ce trésor, c'est un peu léger. Alors c'est vrai qu'elle a fait aussi un livre en collaboration sur les momies égyptiennes et qu'elle est quand même réputée pour ce domaine-là. Mais enfin, c'est quand même pas le plus grand nom d'égyptologie. Même chose pour l'homme du trio, Dominique Farou. Quand on se renseigne sur lui, il n'a pas publié grand-chose quand même. Florence Quentin, c'est pareil. Alors elle a fait un livre qui sort à l'occasion de l'exposition. Et bon, je dirais que quand vous regardez les travaux scientifiques de ces personnes, par rapport à Marc Gabold, qui n'a pas été sollicité, c'est quand même un abîme qui les sépare. Par exemple, si vous regardez sur Docthèse, Marc Gabold dirige actuellement 8 thèses sur l'Égypte, et Dominique Farou, il apparaît même pas dans le fichier des thèses, c'est-à-dire qu'il a même pas de thèse. Donc vous voyez, c'est quand même pas d'un niveau scientifique très élevé, mais je dirais que c'est peut-être des prête-noms. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est complètement passé à l'as, une sorte de tabou là-dessus, parce qu'on ne doit pas vouloir froisser le monsieur, c'est que derrière cette grosse exposition, il y a un homme ultra puissant, le célèbre Zahi Hawass. Et Zahi Hawass est une sorte de dictateur de l'égyptologie en Égypte. C'est un pléonasme, mais de l'archéologie égyptienne. J'ai dictateur parce qu'il y a beaucoup de dossiers sur lui. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que sur l'exposition, au moment de l'exposition, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, vous voyez, par exemple, ici, je vous montre un article, je crois que c'est Télérama, le retour de Zahi Hawass, archéologue tout puissant.
Et Zahi Hawass, qui a fait l'objet d'un article dans Courrier International, on nous apprend notamment qu'il donne des conférences à 50 000 $, que cet homme a une avidité de l'argent colossale, qu'il a dirigé de façon ultra autoritaire le département d'égyptologie égyptien dans les années avant la révolution qu'il y a eu, et que du coup, bon, il a perdu son poste, puis il est revenu il y a pas longtemps. Bon, on sait que l'Égypte n'est pas un pays où la démocratie règne totalement actuellement, c'est peu de le dire. Mais enfin, le fait est que cet homme surpuissant, qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques, d'enquêtes notamment, voilà un autre article de Télérama qui nous dit l'ex-ministre des Antiquités égyptiennes a régné sur l'archéologie du pays de 2002 à 2010, despote, mégalomane, souvent controversé, etc., etc. Bon, alors c'est vrai qu'il y a plein de dossiers. Vous pouvez trouver d'ailleurs beaucoup d'informations sur lui sur Internet. Et bien, vous remarquerez que ce monsieur est le seul auteur, l'unique auteur du catalogue, qui est le seul ouvrage qu'on peut acheter à la sortie de l'exposition. Et c'est là-dessus que je vais terminer, c'est-à-dire qu'il y a tout un business qui se fait autour de ça, alors qui se fait pour bien sûr payer, financer la construction du musée au pied des pyramides, mais aussi on a l'impression que ce monsieur doit s'en mettre quand même pas mal dans les poches, parce qu'un catalogue à 50 € dont il est le seul auteur, et dans ce catalogue il y a des choses intéressantes aussi, qui nous montrent bien que le plus beau est pas venu, mais il y a des focus sur des chefs-d'œuvre. Et alors je vous mens pas, je crois que sur les 8 ou 10 focus qu'il il y a qu'une œuvre, une œuvre ou deux, je sais plus, j'ai pas fait le calcul exact, qui est venue à la Villette. Donc je vous montre par exemple ici un focus sur un chef-d'œuvre numéro 8, une superbe tête en bois. Ça fait partie des œuvres qu'on peut pas voir parce qu'on ne peut pas les faire voyager. Donc l'idée n'est pas de dénoncer le fait que l'Égypte n'ait pas prêté ce qu'il y avait de plus beau, ils peuvent pas, et tant mieux. Encore heureux qu'on ne prenne pas des risques colossaux à faire voyager par avion des chefs-d'œuvre de l'humanité en quelque sorte. Pour terminer juste, alors sur le business, il y a aussi un élément intéressant, c'est il y a un seul hors série qui est vendu à la sortie de l'exposition. Alors quand vous quittez l'exposition, bon, il y a il y a un truc là aussi, genre parc d'attraction avec des photos disponibles et ainsi de suite. Et puis donc vous avez une grande salle où on peut acheter soit le catalogue, soit le Connaissance des Arts, le numéro officiel de l'exposition. Vous voyez, c'est bien marqué sur la couverture. Alors d'habitude, à la sortie de ces grandes expositions, il y a plusieurs numéros, hein, des numéros. Alors je pense à Beaux-Arts, par exemple. Beaux-Arts avait fait un numéro spécial pour une autre exposition qui a eu un certain succès, c'est Van Gogh, La Nuit étoilée. Et alors Beaux-Arts fait un numéro sur Toutankhamon, mais pas sur l'exposition. D'ailleurs, tout laisse à penser, j'en suis à peu près persuadé, que ça s'est négocié, ça. C'est-à-dire Connaissance des Arts a acheté le droit d'être le seul magazine, le seul hors-série vendu à l'exposition, le seul hors-série officiel. J'ai écrit d'ailleurs à Connaissance des Arts pour leur demander quelles étaient les conditions de ce partenariat. Alors la question a l'air de les avoir embêtés, il a fallu que je relance plusieurs fois. Ils m'ont dit tout d'abord, nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à Connaissance des Arts. Nous avons un contrat de partenariat avec les organisateurs de l'exposition Toutankhamon à Paris, tout comme nous l'avons pour d'autres expositions en France et dans le monde. Au regard des obligations de confidentialité, en pareille matière, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer nos accords. C'est bien dommage. Bon, alors il y a eu des moments où Connaissance des Arts dénonçait tout un business qui se faisait dans le monde de l'art et compagnie. Guy Boyer, qui est toujours à la tête du magazine, faisait des éditos un peu incisifs. Il semble que les temps aient changé au niveau de cette revue, qui fait partie maintenant du groupe des Échos et du Parisien. Alors est-ce que évidemment maintenant tout ce business dénoncé jadis par Guy Boyer est devenu peut-être moins critiquable, loin s'en faut. Et dernière chose, alors dans la boutique, bon alors là c'est le coup de massue, hein. C'est-à-dire que quand vous sortez de la boutique, vous ne pouvez acheter que le catalogue de Monsieur Hawass à 50 €, qui est d'ailleurs pas exceptionnel. Les notices d'œuvre font parfois 10 lignes, enfin 10 petites lignes, c'est presque rien. Sinon vous pouvez acheter le t-shirt Toutankhamon Paris pour 35 €. On est vraiment, alors je vous passe dans la boutique, il y a des choses pathétiques, hein. Il y avait le chapeau d'Indiana Jones, donc le chapeau de Zahi Hawass qu'il portait tout le temps sur ses chantiers archéologiques. Donc là on a affaire à un grand Manitou des antiquités égyptiennes, qui évidemment a des manières presque dictatoriales à ce que tout le monde laisse dire, enfin tout le monde, tous ceux qui osent s'exprimer sur lui. Et évidemment, il a imposé toutes ces conditions parce que sans lui, sans son aval, il n'était pas question que le trésor de Toutankhamon passe à Paris. Donc honnêtement, si vraiment vous êtes féru d'Égypte, vous ne regretterez pas d'aller voir ça, mais c'est plus du business que de l'histoire de l'art et c'est un peu dommage.